Alors, bonjour tout le monde. Je vais essayer de voir si tout le monde m'entend et vérifier la connexion. Alors, est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous me voyez, s'il vous plaît? Bonjour tout le monde d'abord. Euh, Imaes, est-ce que tu m'entends? Oui, monsieur, je vous entends. Et je pense que pareil pour tout le monde, je suppose. Je crois, hein. OK. Adrien, tu m'entends? Ah, Adrien. Je vérifie. Est-ce que vous me voyez? On vous voit, monsieur. Très bien. Alors, je ne vois pas beaucoup de monde présent. Vous avez reçu un mail pour le lien? Oui, oui, ils arrivent, monsieur. OK. Vous êtes en salle ou vous êtes chez vous? Bah, moi, je suis en salle. Très bien. Très bien. Alors, on va peut-être commencer ou attendre 2 petites minutes? Euh, on peut attendre, je pense, monsieur. D'accord. D'accord. Alors, en attendant que d'autres camarades arrivent, ou peut-être qu'ils suivent le TD dans une autre salle, s'ils ont la connexion. Je voudrais que vous me dites, est-ce que vous voyez quelque chose sur votre écran, un document partagé? Ouh, merde. Est-ce que vous Oui, voyez? on voit votre diapo. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Lisez-moi ce que vous voyez. La convexité des préférences mythiques et les paniers de biens intermédiaires. Très bien, très bien. Je te remercie. Je te remercie. D'accord. Alors, vous allez maintenant me dire où est-ce qu'on est arrivé avec vous le TD précédent. Je vais vous dire ce que j'ai fait avec vos camarades des autres groupes. Normalement, on doit s'être arrêté ou à la fin du 4 ou à la fin du 5. Un des deux. Dites-moi ce dont vous vous rappelez. Quelqu'un peut me répondre à ma question? C'est la même chose qui. Oh, il va faire la suite, hein, parce que pour lui, c'est Oui, mais acquis. rappelez-moi, c'est quoi la suite pour vous? Vous êtes arrivé où la dernière fois avec moi? Quelqu'un, quelqu'un peut me répondre? Enfin,
Les enfants, vous n'avez pas répondu à ma question. Et bah, monsieur, j'étais pas là à votre dernier cours. Oui, mais je m'adresse à ceux qui étaient là. Pour toi, on verra la prochaine fois qu'on se voit en TD, je te dirai un peu ce qu'on a fait, si tu n'arrives pas à le trouver chez tes camarades. Mais pour ceux qui étaient là, vous devez me dire où est-ce qu'on s'était arrêté, s'il vous plaît. Allez. On s'était arrêté avec les sodas et les frites, monsieur. Et c'est quel exercice, ça, les sodas et les frites? Je crois que c'était l'exercice 3 ou 4. Là, j'ai pas ma fille sur moi. D'accord. Donc, on a fait l'exercice 4, alors. Non, non, on a été plus loin que ça. Le soda et les frites. Monsieur, j'ai jusqu'à l'exercice 4. On a fini le 4. Je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup. Donc, on va faire le 5, alors. Vous êtes bien d'accord? On va commencer le 5. D'accord. Alors, vous regardez les questions de l'exercice 5, n'est-ce pas? Vous avez attendez-moi, j'ai mon téléphone qui sonne. Allô? Oui. Bonjour, Madame Lyoté. Oui, je suis avec les étudiants en Zoom. Non, je suis en Zoom j'ai fait le cours de deuxième année économie et AES, de économie internationale de 8 à 11. Et j'ai eu une petite demi-heure de pause. Et ensuite, là, je suis avec le TD numéro 1. Vous êtes le TD 1, les enfants, là? Oui. Oui, ils disent que oui, c'est le TD premier. Non, pas du tout, puisque j'ai ce TD-là et je fais un autre. Et après, les autres TD que je fais habituellement, c'est M. Fakfa qui a pris le créneau. Oui, mais sauf qu'il y a certains étudiants qui sont dans la salle, qui me suivent en Zoom dans la salle. Peut-être pas tous, mais par contre, à partir de 5 heures, parce que j'ai un TD tout de suite. Oui, mais vous les avez déplacés, vous avez donné le créneau, vous les avez déplacés le lundi. Après ce TD-là, j'ai un autre TD. Si les étudiants me suivent de la salle, vous les laissez, mais après le deuxième TD, vous fermez. Voilà. Et de toute façon, merci. Mais attendez une seconde. Si par contre, si tout va bien demain, qu'il n'y a pas de perturbation, normalement, on doit se voir demain à Melun. Donc, voilà. Je vous remercie pour les envois que vous avez envoyés aux étudiants pour les liens. Merci, Madame Lyoté. À bientôt. À demain plutôt. Merci. Donc, je reviens vers vous. On a donc le TD numéro, l'exercice numéro 5, n'est-ce pas? C'est ça, monsieur. Voilà. Donc, vous avez le document devant vous, Oui. n'est-ce pas? Dans ce document dans ce TD 5, vous avez, si vous voulez, vous avez Bonjour. bonjour, Pardon, monsieur, je t'en le prie. document est-il sur un autre, sur Agroassas? Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas compris ce que tu veux dire. Non, le document que vous montrez, est-ce qu'il est disponible sur Agroassas? Est-ce que vous l'avez passé ou c'est seulement vous qui l'avez? Votre prof l'a déposé sur Agora Assas. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, je l'ai donné à des étudiants, à vos camarades, pour qu'ils le mettent sur votre réseau social.
Ok, bon. Donc, normalement, si tu n'as pas le document, tu dois pouvoir le trouver facilement. D'accord? D'accord. Alors, je reviens sur le TD, Ok. l'exercice numéro 5. La première question. Si vous avez le document devant vous, qui est-ce qui peut me lire la question? Première. Alors, que signifie la convexité des préférences? Voilà, tout à fait. Je t'ai posé la question juste pour vérifier qu'on suit la même chose. Donc, que signifie la convexité des préférences? Donc, normalement, dans votre cours, vous avez dû expliquer que la convexité des préférences signifie que les, signifie que les consommateurs préfèrent les paniers de biens qui sont intermédiaires aux paniers extrêmes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que quand vous demandez à un consommateur, est-ce qu'il préfère ce bien-là ou consommer cet autre bien, en général, il a une préférence dans la combinaison des deux biens. Un peu moins d'un bien pour en avoir de l'autre aussi. On dit qu'il préfère les combinaisons aux biens extrêmes, c'est-à-dire ne consommer qu'un des deux biens, n'est-ce pas? Et préférer avoir une moitié d'un bien et une moitié de l'autre bien, ou un tiers d'un bien et trois quarts, un tiers d'un bien et deux tiers de l'autre bien. C'est ce qu'on appelle, il préfère les combinaisons, c'est-à-dire la diversité des biens, à ne consommer plutôt que ne consommer que d'un seul des deux biens. Donc, en général, c'est ça ce que ça signifie la convexité. D'accord? D'accord. Alors, en d'autres termes, en d'autres termes, vous devez pouvoir tracer une courbe de préférence qui est convexe, n'est-ce pas? Une courbe de préférence convexe, c'est une courbe qui tourne son dos vers l'origine. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire l'origine, c'est quoi? À l'origine du repère, Ok, oui. quand tu dessines un repère, n'est-ce Oui. pas? Quand tu dessines un repère, on est bien d'accord que, est-ce que tu vois ce dessin qui est devant toi? Oui, oui. Vous voyez deux Oui. dessins. À gauche, qu'est-ce qu'on voit et à droite, qu'est-ce qu'on voit? À gauche, c'est convexe, à droite, c'est concave. Voilà, donc vous devez retenir en dehors de tout, pas seulement au micro. Une courbe convexe, c'est une courbe qui ressemble à une assiette, c'est-à-dire on peut mettre quelque chose dedans, on dit qu'elle tourne son dos, on dit sa convexité, elle est tournée vers l'origine. Voilà ce qu'on appelle l'origine, c'est ça. Tu vois mon curseur là? Oui. Voilà, on dit que le dos ou la convexité est tournée vers l'origine. Ok. Et si par contre on dessine quelque chose qui ressemble à une cave, comme un dôme, elle tourne le dos vers l'extérieur, pas vers l'origine. Donc là, c'est concave. Exactement. Quand tu fais une courbe qui fait ça, on dit qu'elle est concave. Et si elle fait au contraire comme ça, on dit qu'elle est convexe. Donc, les préférences des consommateurs qui sont utilisées en microéconomie, c'est cette courbe qui est à gauche, là, convexe. Tu es d'accord avec moi? Et Oui. quand on dessine une courbe convexe, on choisit, tu vois mon curseur sur le point A, là, Oui. et l'autre curseur ici sur le point B, ça, c'est deux points, on dit que ce sont deux paniers extrêmes. Ça veut D'accord. dire que le consommateur, si on lui dit, est-ce que tu choisis A?
sur la courbe d'indifférence ou tu préfères B sur la courbe d'indifférence? Il va dire que je préfère un peu des deux, une moitié de B et une moitié de A et se retrouve sur le point C. Pourquoi le point C? Parce que le point C, c'est comme un barycentre, comme une moitié de A, moitié de B, c'est un point sur la droite AB et pas sur la courbe d'indifférence. Et on dit dans ce cas-là, ce point C, il est au-dessus de la courbe d'indifférence. Ça veut dire qu'il est préféré à tous les points sur la courbe d'indifférence. Donc, ce point C, il est préférable au point A et préférable au point C parce qu'il est sur une courbe qui serait comme ça, par exemple. Donc, le C, il n'est pas obligé d'être au milieu, il peut tendre vers A. Ah, ou il vers B. peut être n'importe où entre A et B. Voilà, donc il ne doit pas être sur A ou B, mais il peut être entre les deux. Exactement, il peut être ici, par exemple. Quand il est ici, ça veut dire que c'est plus proche de A que de B, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que dans ce cas-là, on a peut-être 20% de A et 20% de A et 80% de B. Une combinaison des deux. Donc, toutes les combinaisons des deux, entre A et C, A et B, entre A et B exclus, ce sont des points qui sont sur des courbes au-dessus de notre courbe d'indifférence qui est tracée ici. Donc, on dit que tous les points qui sont sur ce segment AB exclus, ce sont des points préférés. C'est pour cela qu'on dit que lorsque les courbes sont convexes, alors ça signifie que le consommateur préfère les combinaisons de biens aux biens extrêmes. Vous avez compris cette idée? Je crois que c'était Max. C'est Carl. Oh là là. Alors, que signifie maintenant la courbe concave, les préférences concaves? Ça signifie exactement le contraire, que si on prend un point entre A et C, il se retrouve sur une courbe d'indifférence qui est moins préférée, puisqu'elle est plus proche de l'origine. Elle tend vers 0. Ça veut dire que ce sont des courbes d'indifférence qui sont un point qui serait sur une courbe d'indifférence plus basse, donc moins préférée. Donc, les courbes d'indifférence qui sont concaves signifient que le consommateur préfère les points extrêmes, les paniers extrêmes, donc les biens extrêmes, et non pas les combinaisons de biens. Alors, si on vous dit, donnez un exemple, c'est par exemple, si on demande à quelqu'un, est-ce que vous préférez du vin blanc ou du vin rouge, il va dire, je préfère ou du vin blanc ou du vin rouge, et il n'aime pas mélanger les deux, s'il est un bon connaisseur des vins. D'accord? Est-ce que vous avez compris cette idée? Oui, monsieur. Très bien, Nicolas. Merci de ton retour. Donc ça, est-ce que vous connaissez des choses, vous, qui ne se mélangent pas du tout? Vous n'avez pas envie de les mélanger? N'importe quelles deux choses que vous n'aimerez pas manger en même temps. De la pizza et de l'ananas. Oh, il y a des gens qui adorent, hein, s'il te plaît. De la viande et du poisson. de la viande et du poisson. Voilà, la viande et le poisson, la plupart du temps, on dit que les consommateurs ont des préférences concaves pour ces deux biens. Si je te dis du vin et du fromage, la plupart des gens ont des préférences convexes pour ces deux biens. Vous avez compris? Oui. Voilà. Donc, voilà l'idée, si vous voulez. On va passer à l'exercice suivant maintenant. L'exercice suivant, c'est lequel? Le 6. Merci. Je vais lui dire. C'est lui dire. Non, ça c'est. Non, mais je crois que c'est. Ouais,
J'espère que vous avez tous le document, hein? Oui, oui. Oui, oui. OK, merci. Donc, Robinson Crusoe, échoué sur une île, se nourrit exclusivement de sauterelles et de framboises. L'équation de ces courbes d'indifférence s'écrivent de cette façon-là. X2 égale 990 000 sur X1 avec X1 positif. Pourquoi positif? Parce qu'en microéconomie, on adopte toujours des quantités positives. Il n'y a pas de quantité du bien négative. Donc, X1 représente les sauterelles en grammes et X2 représente les framboises en grammes. On vous dit, trouvez sur la même courbe d'indifférence un panier voisin du panier initial qui est celui-là, 495 grammes de sauterelles et on va dire 2000 grammes de framboises. D'accord? Oui. Voilà. Alors ça, c'est un exercice qui vous demande de, finalement, il demande de faire le dessin de la courbe d'indifférence. Non, c'est la 6. C'est le 6, oui. On a fait tout le 5 là. On a fait tout le 5 là. Oui, on a fini le 5. On aborde le 6. Est-ce que vous voyez le dessin qui est devant vous qui représente la courbe d'indifférence de ce consommateur? Vous avez donc à gauche l'axe vertical, c'est la quantité de Framboise. Très bien. Et en bas, en horizontal, la quantité de sauterelles, en grammes tous les deux. Nous avons le point initial dans l'énoncé, c'est un panier initial. C'est écrit ici, panier initial. Vous voyez ce point-là? Ça représente 2000 au pif, comme ça, dessiné à la main. 2000 et on a dit 495, n'est-ce pas? Dans l'énoncé, « 495, 2000 ». Ça veut dire 495 grammes de sauterelles et 2000, donc 2 kilos de framboises. Ce point initial, eh bien, il est tracé devant vous ici. On l'a tracé de cette façon. Voilà, à peu près 495. Et voilà, ici, c'est 495, puisqu'on a 500 là. On va mettre 495 ici à peu près. C'est ce point-là. Avec 2000
Ça veut dire 2 kilos de framboises. Ensuite, on vous dit de représenter le panier qui est très voisin, qui est non pas 495, mais 500. 500 sauterelles. Sur la courbe d'indifférence, on est obligé, pour augmenter les sauterelles, on est obligé de diminuer les framboises. Tout à fait. On descend un petit peu. On a le panier voisin qui est sur la même courbe d'indifférence, obligé de, si on augmente la quantité de sauterelles de 495 à 500, on est obligé de baisser la quantité de framboises. D'accord? Donc voilà, on a tracé ce point. Maintenant, dans l'énoncé, là, on vous dit dans l'espace des marchandises, donnez l'allure de la courbe d'indifférence et indiquez le panier initial et son voisin, ça on l'a fait. Rappelez la définition de TMS. Alors, vous me dites, s'il vous plaît, est-ce que vous avez fait le TMS dans le cours? Non. Non, pas encore. Alors, je voudrais vous signaler, puisque vous n'avez pas encore fait le TMS, s'il vous plaît. S'il te plaît, Nicolas, tu m'entends? Oui. Tu peux dire à aux voisines des pipelettes là, que je les entends trop, ils font trop de bruit. À la limite, je change de salle parce que... Non, le bruit, là, il vient d'où? Parce qu'il y a les filles qui parlent beaucoup, là. Il ne vient pas de moi. Non, mais je ne parle pas de toi. Je dis, est-ce que ce sont tes voisines qui parlent? Si. Oui, attendez, je pense que je vais changer de salle. J'entends trop de bruit à côté de vous. Oui, attendez, je sors. Vous leur dites gentiment de parler moins fort. C'est bon? Oui, c'est bon, j'ai changé de salle. Parce que tu es seul? Non, j'étais dans la salle de cours magistral, mais là, je suis sorti du coup. Ah, parce que tu suis le TD dans un autre cours? Oui, dans une autre salle, comme ça, je dérange personne. Et bah, écoute, je ne sais pas comment ça marche, mais en tous les cas. L'essentiel, ce que je voulais vous dire, et j'espère que tout le monde m'entend, que votre prof m'a dit que le cours sur le TMS, elle a déposé l'enregistrement de ce cours sur Agora Assas. Mais il n'est pas disponible, monsieur. Elle m'a dit qu'il est disponible. Oui, on a reçu un mail, mais sur le site, il y a écrit 0 vidéo. Ah oui? Oui. Ah, donc, ce n'est pas de votre faute si vous n'êtes pas encore, si vous n'avez pas encore étudié le TMS. Mais qu'à cela n'empêche, IMAS, ce n'est pas grave, ça ne va pas nous empêcher. Je vais vous expliquer ce que vous devez retenir du TMS. D'accord? Et au moment où le cours sera disponible, vous l'écoutez sur la plateforme. D'accord? Alors, essayez de comprendre, s'il vous plaît, de manière très simple. Le but, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire le taux marginal de substitution. La première chose à comprendre, c'est d'abord que lorsque on est sur une courbe d'indifférence, n'est-ce pas? Comme vous voyez la courbe d'indifférence où il y a mon curseur ici qui bouge. Oui. Eh bien, cette courbe d'indifférence signifie que le consommateur, quand il passe d'un point, comme ici le panier initial, il descend la courbe d'indifférence, on dit qu'il est en train de substituer un bien à un autre. On est bien d'accord? Oui. Puisque quand il descend la courbe, il baisse la quantité de framboises pour la compenser par une augmentation de la quantité de sauterelles. Voilà.
on dit que ce phénomène s'appelle la substitution d'un bien à un autre bien. Et quand il fait cette substitution, c'est dans quel but? C'est dans le but de rester dans le Pardon, même vous allez avoir niveau. cours. Plus fort? Vous allez avoir cours. Je travaille là et je vais être ça. Pardon, j'ai encore changé de salle. Vous me suivez? Putain. Monsieur, du coup, il fait la substitution pour maximiser son utilité. Alors, pour le moment, on n'est pas encore au niveau de la maximisation d'utilité, mais ce que tu dis n'est pas faux. Il est simplement en train de substituer un bien à un autre pour rester sur la même... Exactement, pour rester au même niveau de satisfaction. D'accord? Il y a trop de bruit. Vos camarades, où se trouve Nicolas? Il y a trop de bruit dans leur salle. Je ne sais pas si vous êtes dans la même... Nicolas, mute-toi. Il y a trop de bruit du côté de... Oh là là, ça résonne beaucoup dans mon casque et ça me fatigue. Si vous arrivez à... Je ne sais pas comment faire. Mais en tous les cas, je reviens à ce que... Oh là là, vous faites trop de bruit. Ça m'explose la tête, les enfants. Vous pouvez mieux, je crois. Je suis mieux. Non, mais Putain. Est-ce que vous entendez le même bruit que moi ou pas? Merci, Nicolas, merci. Il s'est mué, monsieur. Ok, très bien. Je te remercie beaucoup, Imaes. Voilà, c'est un peu plus supportable, comme on dit. Bon, En effet. d'accord. Mais écoutez, je vous remercie. Donc, dans ce cas-là, on a dit que la substitution, quand on descend ou on remonte la courbe, pour le moment, c'est dans le but de garder le même niveau de satisfaction en changeant de panier, c'est-à-dire en augmentant un bien et baissant l'autre bien. Pour le moment, on ne retient que ça. Donc, cette substitution, si vous voulez, c'est Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la quantité qu'il doit abandonner d'un bien pour compenser l'augmentation d'une unité de l'autre bien, cette quantité, elle est fonction de la forme de la courbe d'indifférence. On est bien d'accord? Oui. Ça veut dire une courbe d'indifférence qui est plus aplatie. La quantité à laquelle il faut renoncer d'un bien pour compenser l'augmentation d'une unité de l'autre bien, elle est différente en fonction de la forme de la courbe, n'est-ce pas? Et donc, c'est en fonction de la forme de la courbe, c'est-à-dire des préférences du consommateur, finalement. Et en fonction de la situation où il se trouve sur la courbe. Ça veut dire que la quantité, suivez bien, c'est un détail qui n'est pas facile à comprendre. Donc, la quantité à laquelle il doit renoncer pour compenser l'augmentation d'une quantité d'un autre bien s'appelle la substitution. Et le rapport des deux, l'un sur l'autre, s'appelle le taux de substitution. Suivez bien. Par exemple, si pour gagner 10 unités de sauterelle, il doit abandonner 50 unités de framboise. Nous dirons que
50 sur 10 c'est égal à 5. 5, c'est le pourcentage, 5%. Ça représente le taux de substitution. Ce n'est pas le taux marginal, attention, c'est le taux de substitution. Le rapport entre la quantité qu'il a sacrifiée sur la quantité qu'il a obtenue en supplément de l'autre bien. Ce rapport-là s'appelle le taux de substitution. On va le voir dans un exemple dans la suite. Ce taux de substitution n'est pas encore le taux marginal de substitution. Et on calcule ce taux pour une quantité quelconque des deux biens. Par exemple, comme je viens de dire, on renonce à 50 grammes de sauterelle pour gagner peut-être 10 grammes de framboise. Nous dirons que 50 sur 10, c'est un rapport, ou 10 sur 50, c'est un autre rapport, qui signifie le taux de substitution framboise-sauterelle ou sauterelle-framboise. Ensuite, on calcule un deuxième type de taux. C'est lorsqu'on fait le rapport entre la quantité qu'on gagne d'un bien divisé par une unité à laquelle on renonce de l'autre bien. On fait le rapport, une quantité gagnée sur une unité seulement. Pas n'importe quelle quantité, mais une unité de l'autre bien. Le rapport s'appellera toujours un taux de substitution, mais dans ce cas-là, il est unitaire, par unité. Toujours pour rester sur la même courbe d'indifférence. Vous suivez toujours? Oui. Ensuite, il y a un troisième taux qui est le plus important, qui s'appelle le taux marginal, qui n'est pas le taux de substitution, ni le taux unitaire, mais uniquement ou simplement le taux marginal de substitution. C'est lorsque on fait le rapport entre la quantité que l'on gagne d'un bien divisé par la quantité à laquelle on doit renoncer de l'autre bien, mais une quantité à laquelle on renonce qui est infime, infinitésimale. On dit aussi en économie une quantité marginale, très petite. Et ce rapport-là s'appelle le taux marginal de substitution d'un bien à un autre bien. Ce rapport-là, il est très important en microéconomie. Beaucoup plus important que le taux de substitution, qui fait des rapports entre des quantités absolues, ou le taux unitaire. Ce taux marginal est plus important en microéconomie. C'est, je vais le redéfinir tel qu'il est demandé dans votre, et que vous allez comprendre dans votre cours quand vous aurez ce lien pour aller voir sur la plateforme le cours de votre prof. Vous pouvez écrire, s'il vous plaît, Imas et compagnie, et Nicolas et tout. Écrivez la définition que je vais rappeler là. Vous allez la retrouver dans tous les livres. Vous allez la retrouver dans votre cours de votre prof quand vous serez capable de le télécharger de la plateforme ou de l'écouter. Donc, je rappelle, le taux, alors, qu'est-ce que vous lisez ici? Le 3, Oui, exactement. le TMS de sauterelle aux framboises est le taux auquel Robinson est prêt à substituer une très petite quantité de sauterelle à une très petite quantité de framboises de manière à conserver la même satisfaction. Ah, tu vois, ce n'est plus un taux de substitution, mais un taux marginal qui est le taux auquel il est prêt à substituer une très petite quantité d'un bien à une très petite quantité de l'autre bien
de sorte qu'il reste sur la même courbe, au même niveau de satisfaction. Ce taux-là s'appelle le taux marginal de substitution. En un point, il est calculé en tout point de la courbe. Tu vois, tous les points de la courbe, on peut leur calculer un TMS. Il est défini comme ici, c'est la variation delta. Vous savez que delta signifie variation en économie, n'est-ce pas? Delta x2, c'est-à-dire dans notre cas x2, c'est les framboises, par exemple, divisé par delta x1, c'est la variation des sauterelles, par exemple, précédé d'un signe moins pour quelle raison? Parce que quand l'un augmente, l'autre Diminue. Exactement. Donc, obligatoirement, même si on oublie de mettre le moins, ça signifie que l'un est positif et l'autre est négatif. C'est pour ça qu'on met un moins devant. Le rapport des deux, ce rapport-là, s'il te plaît, Imaes, ce rapport-là, c'est un taux de substitution. Mais quand le delta x1, tu vois ici, delta x1 tend vers 0, c'est-à-dire quand delta x1 devient très petit, cette quantité-là, taux de substitution, devient Marginal. très faible, marginal. Et à la limite, elle s'écrit d de x2 sur d de x1, l'expression mathématique habituelle pour dire la limite de ce rapport, qui se note de cette façon-là. d de x2 sur d de x1 signifie la limite du rapport taux de substitution lorsque la substitution se fait à un niveau très faible de la baisse du produit qu'on abandonne, elle devient infinitésimale ou marginale. Bien, cette quantité-là, à la limite, quand cette limite est atteinte, on dit qu'elle s'appelle le taux marginal de substitution. Alors que cette quantité-là, le rapport absolu, quand les quantités ne sont pas petites, on dit que c'est un taux de substitution. Est-ce que vous avez compris? Mais je sais qu'on va la répéter 36 000 fois, cette définition, parce qu'il faut bien la maîtriser. Est-ce que vous avez compris? Et j'attends vos questions aussi. Hein. Est-ce qu'on peut inverser x2 et x1 Alors, très bonne question, Imaes. Très bonne question. Quand on fait, regardez bien. Quand on fait ce rapport-là, faites bien attention, Imaes, tu poses une bonne question. Parce que ça va être une question qui est source de confusion dans la suite des exercices et même dans les interrogations. Normalement, quand on fait ce rapport-là, on dit ici, par exemple, qu'on a, ça c'est ce qu'on a, par exemple, gagné, n'est-ce pas? Et ça c'est ce qu'on a perdu. Ça veut dire qu'on a gagné des unités de x2 parce qu'on a abandonné des unités de x1. Tu suis mon curseur? Oui. Et donc, on dit qu'on a substitué quoi à quoi en langage français. Hein? On a substitué quoi à quoi? On a substitué le bien 2 au bien 1. Au bien 1. Exactement. Dans ce cas-là, on dit que ce rapport-là, c'est le TMS de 2 à 1. Oui. Et si tu fais l'inverse, tu auras le TMS de 1 à 2. Très bien. Donc, il faut faire attention entre les deux. C'est une confusion qui ne signifie pas qu'on n'a pas compris, mais sauf que c'est une source souvent d'erreurs, qui ne sont pas des erreurs très graves, mais quand on dit « je substitue un bien à un autre », le rapport, il est souvent noté TMS 1,2 ou TMS de 1 en fonction de ce que l'on veut dire, d'accord? Donc, si on fait le TMS de 1,2, on doit changer la limite de delta x1 à delta x2 ou? C'est pas faux ce que tu dis, Maës, mais sauf que dans la pratique, c'est exactement égal
à l'inverse de l'autre TMS. Ouais. Tu as compris? Oui. Donc, quand on fait le TMS 1, 2, on trouve par exemple égal à 3. Ben, tu dois comprendre que le TMS de 1 est égal à 1 tiers. On n'a pas besoin de refaire les calculs. OK. OK, mais faites bien. On aura l'occasion dans des exercices de vérifier et surtout de voir que c'est une source de petites erreurs qu'on essaiera d'éviter, n'est-ce pas? Mais comprenez simplement que quand on définit un TMS, il est défini d'un bien à un autre. Et que TMS du bien 1 au bien 2, on trouve un résultat. Son inverse, c'est le TMS du bien 2 au bien 1, tout simplement. OK? Donc, voilà, on a défini le TMS. Donc, le TMS, regardez, vous lisez ici, TMS d'un bien est le taux auquel le consommateur est prêt à substituer une très petite quantité d'un bien, de ce bien, à une très petite quantité de l'autre bien, de manière à conserver la même satisfaction. S'il vous plaît, cette définition, vous devez l'apprendre et la comprendre sérieusement parce qu'elle tombe dans toutes les interros. Vous êtes d'accord avec moi? Elle tombe dans toutes les interros. Donc voilà. Comment ça bug là? Je dis rien. Ça dit? Quand ça dit des trucs? Putain. Je sais pas. Vous avez des questions à poser? C'est bon. C'est bon. Alors, on a tracé donc la courbe d'indifférence. On a mis le panier initial qui est 495 et 2000 grammes de framboises. On a dessiné le panier voisin. Troisième question, on a défini le TMS. On a un point d'une courbe. Si j'étais méchant, je demanderais à quelqu'un de me redéfinir, mais je vais être méchant. Donner une approximation de TMS au point initial et on va répondre à cette quatrième question, n'est-ce pas? Donner une approximation du TMS au point initial. En vrai, regarde. Alors, pour approcher, quantité de framboise bien 1, sauterelle bien 2. Ouais, je sais, voilà, donc je change juste l'état d'addition. donc quatrième question, donner une approximation du TMS au point initial. Alors, regardez la réponse à cette question. On vous dit donner une approximation du TMS au point initial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut approcher le TMS au point initial par le taux de substitution et non pas le marginal. Le taux de substitution entre le panier initial et le panier voisin.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Mhm. Non. Je vais répéter. Si vous n'avez pas compris, vous avez raison, parce que ce n'est pas clair du tout. Alors, regardez bien, s'il vous plaît. Surtout ceux qui n'ont pas vu exactement la réponse. Mon curseur, il est où pour le moment? Sur le point initial. Le panier initial. Merci beaucoup, Nicolas. Là, je suis sur le panier initial. On a dit tout à l'heure que tous les points de la courbe, on peut leur calculer un TMS. On est bien d'accord? On peut, pour Oui. tous les points, on peut calculer un TMS en ce point de la courbe d'indifférence. D'accord? Et on peut calculer ce TMS, taux marginal de substitution, en ce point-là, par exemple, en faisant ce calcul-là. Voilà ce que l'on fait. Voilà le calcul que l'on fait. Ce calcul-là. Comment on le fait, ce calcul-là, d'après vous? Ce calcul-là, comment on le fait? Limite de ceci égale à ça. Comment on le fait? Qui peut? Oui. Imaginez une réponse. Personne ne m'a dit à bonne santé, monsieur. Bonne santé, monsieur. Oh, merci beaucoup, Iman. Merci beaucoup. C'est du bon jus d'orange. OK. Qui est-ce qui peut me dire comment on fait ce calcul? Qui est un calcul exact. Qu'est-ce que ça vous rappelle, ça, au lycée? Même, oui, au lycée. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Qu'est-ce que ça vous rappelle, cette écriture au lycée? Elle ne vous rappelle pas quelque chose qui s'appelle d du grec sur d de x? Ah. Et donc, on dérive x2 par rapport à x1. Y2. Ici, le y, c'est x2, n'est-ce pas? Oui. On aurait pu appeler les framboises y. Oui. Et les sauterelles, on aurait pu les appeler x. Ça aurait été d de grec sur d de x, n'est-ce pas? Ici, les notations, c'est d de x2 sur d de x1, tout simplement. Et comment on fait cette... C'est une dérivée, ça, non? On dérive x2 par rapport à x1. Vous suivez jusque-là? Oui. Et donc, dans ce cas-là, pour faire le calcul du TMS, on a un point quelconque, un point ici, par exemple. Qu'est-ce que je fais? Je dérive, tout simplement, x2 par rapport à x1. Il est là, x2. Je dérive cette quantité-là par rapport à... X1. Eh bien, ce n'est pas difficile à faire. Si je dérive cette quantité-là par rapport à x1, qu'est-ce que je vais trouver? Moins 990 000 sur x1 au carré, tout simplement. Vous savez faire la dérivée, vous vous rappelez au lycée la dérivée de 1 sur x. Si y est égal à 1 sur x, quoi est égal à la dérivée de y? Moins 1 sur x2, tout simplement. Peut-être que ça remonte à quelques mois quand même, parce que vous avez peut-être oublié ça du lycée. Je ne sais pas à quel moment au lycée vous avez fait ça, le bac, première, seconde. Mais vous vous rappelez que vous avez fait la dérivée d'une fonction du genre 1 sur x, non? Qu'est-ce qui s'en rappelle, même si c'est un vague souvenir? Vous vous rappelez que vous l'avez fait au moins? Oui. Bon, peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ne l'ont jamais fait parce qu'ils ont fait un bac où il n'y a pas du tout de maths. C'est possible. Mais je rappelle simplement pour tout le monde, si parmi vous, il y a des gens qui ne l'ont jamais fait, vous me le dites la prochaine fois qu'on se voit au tableau.
Je vous rappellerai que quand on dérive, si je fais la dérivée de Nicolas, est-ce que tu peux me dire si j'ai le y égale 5x, à quoi est égale la dérivée de y par rapport à x? C'est égal à 5, n'est-ce pas? Si y est égal à 5x, la dérivée de y par rapport à x, c'est égal à? Égal à 5. Si je dis qu'y égale à 4x2, à quoi est égale la dérivée de y par rapport à x? 8. Très, très bien. Et si je dis que y est égal à 1 sur x, à quoi est égale la dérivée de y par rapport à x? Moins 1 sur x carré. Très bien, Mathis. Et si ma fonction s'écrit x2 égale 990 000 sur x1, à quoi est égale la dérivée de x2 par rapport à x1? Moins 990 000 sur x1 au carré. Très, très bien. Qui vient de parler là? Abderrahman. Abderrahman, merci de ta réponse. C'est tout à fait juste. Donc voilà, si vous voulez, si on veut calculer la valeur exacte de la dérivée, enfin plutôt du TMS, le TMS, le taux marginal de substitution, en un point précis de la courbe, il suffit de dériver x2 égale à 990 000 sur x1, la dérivée par rapport à x1, et on trouve que c'est égal à une... Voilà à quoi est égal le TMS. Vous voyez ce qui est écrit devant vous, là, ce que dit Abderrahman à l'instant? Et monsieur, il n'y a pas le x2 à côté du x1. Je n'ai pas compris. Ça veut dire quand on dérive, on doit forcément avoir le x1 pour justifier le x2. Ben, c'est écrit ici, dans votre énoncé, c'est écrit comme ça. Voilà, je vais te montrer où c'est écrit. Voilà. Tu vois cette écriture-là? C'est à ça que Oui. tu pensais, Nicolas? Oui, mais c'est ici, si on dérive, imaginons... Là, tu es en x, train... Oui. Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas compris ta question. non, j'ai pas compris par quoi on dérive quel bien. Non, on dérive une fonction. La courbe d'indifférence de ce consommateur, elle relie x2 et x1. Ce sont les deux biens, sauterelle et framboise, d'accord? Ils sont reliés par cette relation. Ça veut dire que les framboises est égal à 990 000 sur les sauterelles. Qu'est-ce qui te gêne? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Parce que pour t'aider, je ne vois pas ce que tu n'as pas compris. C'est ensuite qu'on doit dériver, je ne sais pas comment vous avez dérivé quoi. On dérive. Votre résultat. Alors, on considère que x2, c'est une fonction qui dépend de x1. Et donc, on veut dériver la fonction x2 par rapport, on la dérive par rapport à x1. Donc, tu vas considérer que ça, c'est une fonction, 990 000 sur x1. C'est tout ça, x2. Tu la considères comme une fonction et tu la dérives par rapport à x1. Tu trouves que c'est égal, tu trouves que c'est égal à moins 990 000 sur x1 au carré. Ok, oui. Tu comprends un peu mieux, Nicolas, ou pas encore? Un tout petit peu mieux, oui. Alors, tu insistes beaucoup la prochaine fois quand on se voit physiquement. Tu insistes pour que je te réexplique un peu plus encore, s'il te plaît. D'accord. Tu sais pourquoi, Nicolas? C'est parce que cette question-là, elle va être tout le temps dans les exercices de micro. C'est une question, si tu ne la comprends pas parfaitement dès les premières semaines, tu vas rater toutes tes notes. Donc, n'hésite pas
à m'attraper, à m'alpaguer à tout moment pour la répéter 36 000 fois. D'accord? Ok. Donc, voilà, si tu veux. Alors, je considère qu'il n'y a pas que toi, que tout le monde a compris que à moitié ou un quart, cette idée. Et il faut la creuser tout le temps jusqu'à ce que vous la maîtrisiez parfaitement. Pour le moment, vous avez compris un petit bout. Il consiste à dire que, voilà, il consiste à dire la chose suivante. Voilà ce que ça consiste à dire. En un point quelconque de la courbe d'indifférence, le TMS s'écrit taux en marginal de substitution égale la dérivée de x2 par rapport à x1. C'est ça qu'il faut lire, Nicolas. Tu la lis comme ça. Ça veut dire dériver x2 par rapport à x1. Et on sait que x2 Non, c'est le D. s'écrit... Pardon? La dérivée, c'est le D, pas le triangle. Le triangle, c'est delta, c'est ça? Le triangle, c'est les taux de substitution. Ah, Ce ne ok. sont pas marginaux. Et nous, ce qu'on cherche, c'est les taux marginaux. Et les taux marginaux, ce ne sont pas les deltas de l'un sur le delta de l'autre bien. C'est les petits d qui dit des petites différences infimes et on envoie ça à la limite vers zéro, quand ils deviennent très, très faibles. C'est ça que ça veut dire les dérivés au lycée. Vous comprenez? C'est pour ça que Nicolas a un peu raison quand il dit j'ai compris à moitié. C'est parce que c'est des choses que vous n'avez pas fait beaucoup, beaucoup longtemps au lycée. Tu comprends, Nicolas? Oui, par contre, vous référez en fait à 1 sur U est égal à moins U prime divisé par U carré. U2. U2. C'est la même chose, Nicolas. Je te remercie de ce rappel. C'est la même chose, sauf que ici, quand tu fais la dérivée de U de 1 sur I, quand tu fais la dérivée de 1 sur U, U est une fonction déjà en elle-même. Ah, donc je ne sais pas comment on garde le 990 000 à la fin. Ah, c'est parce que, alors je te remercie que tu poses des questions clairement, Nicolas, quand tu ne comprends pas. Pour moi, c'est un point positif, ça. Pourquoi on garde les 990 000? C'est parce que, regardez bien, on va imaginer que tu as dans ta fonction x2 s'écrit simplement 1 sur x1. Tu me suis? Oui. Si tu as x2 égale 1 sur x1 seulement, alors la dérivée de x2 par rapport à x1, comment elle s'écrit, Nicolas? Comme tu viens de le dire, comment elle s'écrit? Moins 1 sur x2. Oui. Tu es d'accord à 1000% ou à moitié? Vous avez ajouté un x2 du coup. Non, non, je n'ai pas rajouté. J'ai simplement dit que si ma fonction s'écrit x2 égale non pas 990 000 sur x1, mais plutôt 1 sur x1. Dans ce cas-là, la dérivée de x2 par x1 s'écrit comment? C'est moins 1 sur x. Chouette. C'est trop proche. Sur x. Tu continues, Nicolas. Je n'ai pas entendu la fin de ta phrase. Si ma fonction s'écrit x2 égale 1 sur x1, à quoi est égale la dérivée de x2 par rapport à x1? Oui, ce serait moins 1 Non, divisé la dérivée, pas x, la dérivée. D de x, voilà, d de x2 sur d de x1 s'écrira égal à combien? Tu l'as dit tout à l'heure.
Est-ce que je dois répéter ma question? Non, je ne sais pas. Bah, tu l'as dit il y a quelques instants. Je cherche avec quoi écrire. Alors, je vais répéter, Nicolas, parce que tu as donné la réponse juste il y a quelques instants et puis tu t'es rebiffé. C'est pas grave, vous avez des doutes sur ce que vous avez appris au lycée, c'est pas dramatique, ça se règle facilement, ces choses-là. Voilà. Mais insistez quand je serai en physique avec vous, en TD, pour qu'on les reprenne, d'accord? N'oubliez pas de me reposer ces questions. Mais pour le moment, je considère que si on a les enfants, je crois que ça va couper l'émission. Parce qu'on a dépassé 1h30, mais c'est pas grave. J'espère que ça va pas couper, mais bon. Je continue, Nicolas. Quand tu as une fonction qui s'écrit, parce que n'oublie pas, ta question d'origine, c'était pourquoi on garde les 990 000, c'est ça, Nicolas? Oui. La réponse à cette question, c'est que si tu dérives y égale, tu dérives la fonction y égale 5x. À quoi est égale la dérivée de y égale 5x? 5. Exactement, mais Nicolas elle ne l'a pas vu encore. Et on dérive par quoi en fait? Pardon? On dérive par quoi? On ne dit pas on dérive par quoi? On dérive par rapport à quoi? On dérive par rapport à x. Si tu as y égale 5x, on veut dériver y par rapport à x. Si tu as y égale 5x, à quoi est égale la dérivée de y par rapport à x? Égale à 5. Ça oui. Tu te rappelles de ça au lycée, n'est-ce pas? Ici, on dérive seulement x. Plus fort? On dérive seulement x par x. Non, on dérive y par rapport à x. Y. On a posé la question. 5x par rapport à x. On dérive la fonction y égale 5x, on la dérive par rapport à x. D'accord? Oui, donc f' de 5x, c'est 5. Voilà, on dérive 5x par rapport à x, on trouve 5. Tu es d'accord? Oui. Ça te rappelle des choses au lycée, ça, non? Oui. Alors, tu vois bien qu'on a conservé le 5, parce qu'à l'origine, x, c'est 5 fois x. Donc, on a conservé le 5. Nicolas, tu es d'accord qu'on a conservé le 5? Oui. Et la même chose ici, tu as 990 000 fois 1 sur x. Donc, si la dérivée est égale de 1 sur x égale à moins 1 sur x2, il faut conserver le 990 000 fois cette dérivée. Oui, je comprends mieux maintenant. Voilà. Donc, quand tu as une fonction que tu dérives, je répète encore d'une autre façon la même idée, Nicolas, s'il te plaît. Quand tu as une fonction que tu dérives
Si tu prends la même fonction et tu la multiplies par un chiffre et que tu redérives une deuxième fois, bah, sa dérivée, ce sera le chiffre fois la dérivée de la première. Ça te parle, ça? Parce que là, tu as dérivé 1 sur x, tu as trouvé moins 1 sur x2. Mais la dérivée de 990 000 fois 1 sur x, parce qu'après tout, c'est quoi 990 000 sur x, sur x1? C'est 990 000 fois 1 sur x1, n'est-ce pas? Et donc, quand Oui. tu dérives 1 sur x1, tu trouves moins 1 sur x2. Mais la dérivée de 990 000 sur x1, c'est 990 000 fois moins 1 sur x1 au carré. Et donc, tu obtiens au final ce qui est devant toi, là. Voilà. Ce qui est ça. Tu vois mon curseur, là? 990 000 sur x1 au carré. Oui, je comprends mieux maintenant. Et s'il te plaît, même si tu sens que tu comprends mieux, je t'en prie, la prochaine fois, quand on se verra en physique, tu me reposeras la question. J'insisterai, moi, encore d'une autre façon et tu comprendras encore un peu mieux. Parce que des fois, on a l'impression qu'on a compris, mais c'est en insistant qu'on comprend vraiment pour que le jour de l'interro, tu ne sois pas déstabilisé. D'accord? Oui, il fallait juste en fait que je vois x2 comme juste un f. Exactement. Voilà, tu as tout compris, mon grand. X2, c'est juste un F ou un Y, l'habituel du lycée, d'accord? Voilà peut-être qui t'a un peu embrouillé au départ. Mais il n'empêche que vous devez me reposer les mêmes questions. On les reprendra quand on sera devant un tableau. N'hésitez pas, dans ces conditions-là, que je vous appelle au tableau, faites des erreurs, on les corrige pour que le jour de l'interro, vous soyez vraiment à l'aise. D'accord? Donc voilà, si vous voulez, le TMS, il va s'écrire 990 000 sur x1 au carré. Et le moins, il a disparu, il est là, parce que le tout doit être précédé d'un signe moins. Mais comme on a moins 1 sur x1 au carré fois 990 000, moins par moins, il a disparu. Il reste que 990 000 sur x1 au carré. Donc ça, c'est le calcul exact du TMS. On vous demande de l'approcher. L'approcher, alors la question, c'est comment approcher voilà, donner une approximation du TMS au point initial. Une approximation. Alors, l'approximation, elle est calculée comme étant un taux de substitution. Voilà, le taux de substitution, il se calcule comme ça. Voilà, le taux de substitution. La différence entre la quantité de sauterelles, je ne sais pas si c'est framboise ou sauterelle là. Et alors, donc, au départ, on avait euh, 495 grammes du premier bien X1 et puis on l'a augmenté à 500. Ça veut dire qu'on a augmenté de 5 grammes le bien qui est sauterelle. On a augmenté les sauterelles de 5 grammes. Et si X1 devient 500, dans la définition de la fonction, si on met x1 égale 500, alors on trouve que les framboises deviennent 980, non, oui, c'est ça. je ne sais plus combien le chiffre de la fonction. Oui, 990 000 divisé par 500 au carré. Non, divisé par 500.
990 000 divisé par 500. Ça fait 1980. Donc, la différence entre les deux quantités de framboises, au départ, on avait 2 kilos. Maintenant, on a 1,990 kg. La différence entre les deux, c'est 20 unités ou 20 grammes de framboises qu'on a gagné parce que qu'on a perdu, pardon, parce qu'on a gagné 5 grammes de l'autre bien. Le rapport 20 sur 5, ça fait 4. Donc, 4 représente ceci. Et que représente ceci? Tout à l'heure, je lui ai donné un nom, c'est le c'est un taux de substitution ou un taux marginal de substitution? Le taux de substitution. Très, très bien. Emas. Très, très bien. C'est un taux de substitution qui est égal à 4. D'accord? Oui. Et ce taux de substitution égal à 4, comme les deux biens, les deux paniers, le premier original, initial, et le deuxième sont très proches sur la courbe, n'est-ce pas? Oui. Alors, on peut dire que ce taux de substitution, il approxime le taux marginal de substitution en le poids, en le panier initial. Et dans le panier initial, la dérivée au niveau du panier initial, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, 990 000 divisé par x1 au carré. Si on applique ceci, on trouve que x1 au carré, c'est quoi? C'est 495 au carré, c'est ce chiffre-là, 245 025. Donc, on divise 990 000 divisé par 495 au carré. On trouve 990 000 divisé par ça. Ça donne 4,04, qui est très proche du... Taux de substitution. Très, très bien, Imaes, pareil. Très, très bien. Très, très bien. Mais je vais vérifier que vous avez compris la moitié aujourd'hui. On essaiera d'appuyer encore les prochaines fois sur la même idée. Et Nicolas, tu as compris combien à peu près? Oui. Et je m'adresse à tout le monde, hein, pas que Nicolas, mais parce que lui, il participe au moins. Monsieur, Oui. le carré dans X1, il vient d'où? Et c'est parce qu'on a dérivé. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, c'était Nicolas qui avait dit la dérivée de 1 sur x1 est égale à moins 1 sur x1 au carré. Oui. Donc, le carré, il vient du fait dérivée. qu'on a dérivé, puisque ça, c'est une dérivée de x2 par rapport à x1. Et comme x2 par rapport à x1, elle s'écrit comme ça, c'est toujours difficile de remonter un fichier. Dérivée de x2 sur x1 par rapport à x2. Moi, c'est dans la formule. Pas compris, il faut savoir. C'est la dérivée. Ouais. Et c'est la dérivée de quoi? Bah, c'est la dérivée de 990 000 sur x1. Voilà, tout à fait. Voilà. Voilà. Vous voyez ce chiffre-là? Cette formule-là de l'énoncé? Ah, voilà. Oui. x2 est égal à 990 000 divisé par x1. Donc, si tu veux
Le TMS, c'est dériver cette quantité-là, x2. Donc, dériver tout ça par rapport à quoi? Par rapport à... x1. Oui. À x1, n'est-ce pas? Oui. Donc, si je dérive ça par rapport à x1, je trouve que c'est égal à moins 990 000 divisé par x1 au carré. très, très bien. C'est pour cela qu'en bas, j'avais x1 au carré. C'est parce que j'ai dérivé x2 par rapport à x1. Vous suivez là? Oui. Voilà. Bon, j'avoue qu'au lycée, vous n'avez pas fait beaucoup de ces choses-là, mais on va pouvoir surmonter tout ça. Le but, c'est ça. Comprenez? Ce n'est pas parce qu'on n'a pas bien fait ça au lycée que nous, on ne va pas le rappeler, tout ça. Il faut le rappeler. Donc, vous voyez un peu d'où viennent ces choses. Donc voilà, on a fait le calcul de ça, c'est le taux de substitution qui est égal à 4. Il approxime le taux marginal de substitution qui est égal à 4,04. Je suis sûr qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, mais vous ne m'aidez pas avec des questions. Donc, vous lisez ici, on constate que ce résultat est assez proche de l'approximation du TMS effectué en calculant le taux de substitution. Donc, je reste sur cet exercice 6. Je ne vais pas passer à l'exercice 7, n'est-ce pas, parce qu'il est du même style. Mais je vous demande d'essayer de le faire chez vous, l'exercice 7. C'est du même style, mais avec des données différentes. Et je vais quand même retourner à l'exercice, à la question précédente, parce que je suis sûr qu'il y a des choses que vous n'avez pas pigées, n'est-ce pas? Je vais essayer de trouver un autre moyen pour vous l'expliquer différemment. Qu'est-ce que vous voyez devant vous? Une feuille blanche, monsieur. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Donc, on a Y, elle ne s'appelle pas Y, il s'appelle X2 égale putain, j'arrive pas à écrire, égale à 990. Putain, elle a choisi que des chiffres à la con. Elle ne peut pas choisir des chiffres plus ronds. Bon, je crois que les enfants, je vais vous laisser là. Je ne peux pas écrire avec ce truc-là. 990 000, on va écrire 1000 comme K.
divisé par x1. Elle vous plaît, mon écriture? Est-ce que mon écriture est belle, Nicolas? Incroyable. Incroyable, Marie. Tu viens de parler pour la première Magnifique. fois, Marie, juste pour te foutre de mon écriture. C'est ça. Non, mais Bon, j'ai pas de stylet parce que franchement, les enfants, il faut me reposer toutes ces questions quand je serai en présentiel avec vous, d'accord? Parce que je répète, c'est une question qu'il faut bien maîtriser, elle n'est pas facile. Il faut la maîtriser, il faudra la reprendre plusieurs fois, d'accord? Bon, maintenant, je vais vous laisser parce que j'ai un groupe juste après vous, d'accord? Et si vous n'avez, est-ce que vous avez quelque chose à faire après ce TD-là? bah, on Le a cours de maths. les statistiques à 16h. À 16 heures, mais en attendant 16 heures, vous pouvez rester au deuxième groupe pour comprendre un peu mieux, non? Oui. C'est vrai? Bah, Vous moi, êtes j'aurais bien capable? aimé, mais j'ai plus de batterie. Donc. Oh, arrête tes conneries, Maës Farel, tu te racontes, batterie, il y a toujours un chargeur à côté. J'en ai pas, j'ai oublié aujourd'hui. Demande à tes camarades leur chargeur. Vous avez tous perdu la charge. Ah bah, ils ont pas l'air de vouloir. Ils ont pas de chargeur. Ils n'ont pas le vouloir de redoubler la séance. Ouais. Bah, celui qui veut redoubler la séance, il n'a qu'à rester pour le deuxième groupe. Je suis sûr qu'il comprendra mieux. Il sera plus à l'aise la prochaine fois. D'accord? Ok, monsieur. Donc, ceux qui veulent rester, voilà, essayez de vous brancher avec le code de la deuxième séance. OK? Oui. Bon, je vais arrêter l'enregistrement Ok. et je vous dis ou à la prochaine fois ou à tout à l'heure.